Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous parler de testing, mais avant de commencer réellement à vous parler test, je voulais vous parler d'un petit cas, qui est le suivant. On a tous release une app un jour et rencontré un problème en prod, et ça arrive un peu à tout le monde. C'est un peu comme le cas de ce petit chien qui tombe dans l'escalier. On a fait du mieux qu'on pouvait, et malheureusement, à la fin, tout explose et tout part en vrille. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Là, c'est un exemple qui vient d'Android. Android, je pense que tout le monde connaît. Il n'y a pas besoin d'introduire trop ce que c'est. Dans l'exemple qui vient d'Android, en fait, on voit qu'on avait un cas d'utilisation dans lequel on pouvait bypasser l'écran, le lock screen, et accéder à un téléphone qui était verrouillé. Et pouvoir passer des appels, accéder aux messages sans avoir à connaître le mot de passe. Le process, c'était tout simplement d'aller dans appel d'urgence, taper des caractères, les copier-coller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à avoir un gros bucket de caractères, retourner au lock screen, ouvrir la caméra, enfin bref, c'est assez compliqué. Et je pense que personne n'aurait pensé à faire ça et personne n'aurait écrit un test pour ça. Enfin, j'imagine que personne n'irait écrire ce test unitaire ou d'intégration pour couvrir ceci. Et pourtant, je pense que chez eux, comme chez vous, tout le monde utilise la célèbre pyramide de test ou des dérivés, avec un niveau de test qui va être plus au niveau fonction de manière unitaire, un niveau d'intégration dans lequel on s'intéresse à couvrir plus l'app, et un niveau end-to-end dans lequel on va tester notre système dans son intégration finale, donc avec d'autres systèmes potentiellement. En parlant test unitaire, à quoi ressemble un test unitaire en JavaScript, mais aussi dans d'autres langages. Donc ici, c'est un test unitaire écrit avec Jest ou Jasmine ou Mocha finalement en JavaScript. On va tester une fonction qui s'appelle Knut-Morris-Pratt, qui est un algorithme qui nous donne la position de départ d'une chaîne de caractères dans une deuxième chaîne de caractères. Donc le premier argument, c'est la chaîne dans laquelle on veut tester la présence de la chaîne de caractères qui est mis en deuxième argument. Si on a un match, on va retourner à la position de départ, et sinon, on va nous retourner -1, comme quoi on n'a pas trouvé le match. C'est exactement comme indexOf en JavaScript. Une chose qui est importante à voir là-dedans, c'est qu'on a des paramètres d'entrée qui ont été spécifiés par la personne qui voulait faire le test, qui ont été hardcodés, si je puis dire, et des paramètres de sortie qui sont aussi hardcodés. On a choisi de couvrir ça avec, là ici, une dizaine de tests. On aurait pu en écrire plein d'autres si on voulait. On a exactement la même manière d'écrire nos tests end-to-end. Dans nos tests end-to-end, plutôt que d'hardcoder des entrées qui sont des chaînes de caractères, on va hardcoder un scénario d'entrée. Un scénario d'entrée, ça va être dans le cas que je vous montre ici, me rendre à la page google.com, trouver un élément champ texte dans lequel je vais taper WebDriver, faire entrer. Donc ça, c'est mon scénario. Et j'ai des outputs, ma sortie, ce que je vais vérifier, c'est la présence de l'élément Q ici et la présence du titre. Donc on a exactement la même construction. Une question qu'on doit se poser quand on écrit des tests, c'est est-ce que je suis sûr de couvrir tous les cas? Tous les cas. Et souvent, on va avoir des réponses qui sont, de toute façon, mon app, elle est utilisée par beaucoup de monde, pas de problème, c'est bulletproof. Là, je vous ramènerai à l'exemple d'Android qui était pourtant utilisé par plein de gens et qui est toujours utilisé par plein de gens et qui pourtant a eu des problèmes. Et un autre cas, c'est le cas du coverage à 100% qui est souvent avancé comme argument de mon application ne cassera jamais. Je vais juste traduire ça par une image qui dit que finalement on a un coverage à 100% mais que rien ne marche dans ce cas-là. Donc en fait, ça ne suffit pas. Alors je ne me suis pas introduit, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Nicolas Dubien, je suis Senior Software Engineer chez Criteo. Et vous pouvez donc me retrouver donc, sur mon GitHub Dubs ou sur Twitter à ndubien. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment on pourrait tester ces cas et comment on pourrait être plus sûr de nos tests à l'avenir. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, si vous avez bien suivi les deux exemples du test unitaire et du test end-to-end que j'ai montré, c'est finalement qu'on est en train de couvrir un scope très limité des entrées possibles. Dans le cas du test unitaire qu'on a vu sur Knus-Morris-Pratt, on a un algorithme qui prend 2 chaînes de caractères et on va le tester sur une dizaine de couples. Sur ces 10 couples, potentiellement, on n'a pas de chance, on n'a pas couvert tous les cas et on aura peut-être un bug.
L'idée, ça va être d'aller couvrir plus de cas que ces 10 cas qu'on s'est donnés, et d'aller couvrir des cas peut-être auxquels on ne pense même pas, et qui vont peut-être poser des problèmes. Donc on va introduire du random dans nos tests. Alors le random en test, en général, c'est pas très recommandé. Et c'est pour ça qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit reproductible. On veut que notre test, si jamais il fail, on puisse le relancer. Donc on va fournir une seed, et on va récupérer la seed en cas de problème, et on va récupérer les entrées qui ont posé problème. Un truc important, l'objectif c'est que ce ne soit pas déterministe, parce que si on lance notre test de manière déterministe, on retombe dans le premier cas, parce qu'on va lancer toujours les mêmes n tests, et là on veut découvrir de nouveaux problèmes. Pour appuyer ça, il faut savoir que Google fait du fuzzing sur Chrome, par exemple, et dans le cadre du fuzzing, Google lance des fermes de serveurs pour tester Chrome et voir si par hasard on aurait une zero day qui va se déclencher avant qu'un hacker s'amuse à la découvrir pour eux. Alors le random c'est bien, mais en fait ça pose quand même quelques petits soucis. Et un des soucis qu'on peut se dire, c'est mais qu'est-ce qui va se passer si j'ai une erreur? Si j'ai une erreur comme ça, donc là j'ai lancé mon algo, donc c'est sur l'algorithme de Knous, donc j'ai 2 chaînes de caractères et malheureusement, ou heureusement, il a trouvé un bug, donc je suis content quand même, il m'a trouvé un bug. Et il me renvoie des chaînes, mais ces chaînes ne sont pas super simples à comprendre, elles sont longues, elles contiennent plein de caractères bizarres. Enfin bref, je risque de passer un peu de temps à comprendre ce qu'il plante. Et pire, je pourrais avoir des chaînes que je n'arrive pas à faire tenir sur ma slide. Et là, auquel cas, on risque d'avoir deux cas. Soit on va passer beaucoup de temps à investiguer le problème avant de comprendre d'où ça vient, soit on va complètement discard le problème en disant ça ne va jamais se produire en prod, je ne l'ai jamais vu. Donc j'ai envie de vous poser une question dans la salle. Qui parmi vous a déjà entendu parler de property-based testing? Ok, il y en a quelques-uns. Bah, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer ce que c'est que le property-based testing. Donc pour ceux qui en ont entendu parler, bah, ça va peut-être vous montrer, ça va sûrement vous montrer de nouvelles choses. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, vous allez découvrir quelque chose et j'espère peut-être l'utiliser plus tard. Et pour vous montrer ça, je vais utiliser donc FastCheck, donc un framework dont je suis l'auteur en JavaScript, qui aujourd'hui a autour de 500 stars sur GitHub, et qui permet de faire du property-based testing pour du JavaScript ou du TypeScript ou tout langage qui transpile vers JS. Alors, property-based testing, déjà, il y a un premier terme qui s'appelle la property, enfin, on parle de propriété. Ce qu'on veut faire, ça va être tester des cas qui sont des propriétés. Aujourd'hui, ce qu'on teste la plupart du temps dans nos algorithmes, ça va être des cas isolés, ça va être des exemples. Ce qu'on veut tester en property-based, ça va être des propriétés. Une propriété, vous pouvez le voir un peu comme un théorème en mathématiques. Ça peut s'énoncer de la manière qui suit. Pour tout x, y qui remplit des préconditions, je souhaite vérifier quelque chose sur mes entrées x, y, donc quelque chose sur mon algorithme potentiellement. Ça va être interprété donc, par le framework de property base. Donc la première ligne pour tout x, y comme étant génère-moi. Attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal d'évacuation va retentir. Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Alors je vais reprendre à cette slide pour un début. Donc comme je vous disais, je vais vous présenter donc, comment on fait du property base. Je vais prendre des exemples qui sont basés donc, sur FastCheck, un framework dont je suis l'auteur. Mais tous les exemples que je vous montre ici peuvent s'appliquer à tout langage. Enfin, il n'y a pas de restriction sur le langage et il n'y a pas de restriction sur le framework. Vous pouvez facilement prendre ce qui va être montré ici sur d'autres langages et d'autres frameworks. Alors comme je disais, une propriété, ça ressemble énormément à un théorème mathématique. Lorsqu'on va lire la phrase, finalement le framework va lire la phrase pour tout x, y, il va comprendre « génère-moi des entrées aléatoires pour x et y » basées sur des générateurs de valeurs pour x et y. Donc en fait, on va lui fournir en tant que x et y des générateurs. Donc par exemple, ici un générateur d'entiers et ici un autre générateur d'entiers. Ensuite, on peut ou non mettre une précondition. La précondition, ça permettrait, par exemple, dans le cas où on a généré des entiers, de vérifier que x est plus petit que y, si ça a une importance dans notre propriété juste derrière. Ce qui est important, c'est que la précondition, c'est juste un moyen de reforcer une génération d'entrées. Ce n'est pas un test qui a planté, c'est juste qu'on n'a pas réussi à générer les entrées qu'il fallait. Il faut régénérer à nouveau un set de valeurs aléatoires. C'est le rôle de la précondition. Et en fait, la dernière ligne, c'est l'exécution du test en elle-même.
Et ensuite, on va, en cas de problème, essayer de reporter à l'utilisateur une erreur qui est humainement compréhensible et essayer d'éviter les erreurs qu'on a vues tout à l'heure avec des milliers de caractères, dans le cas des chaînes de caractères. Et je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Et tout ça, on va le lancer 100 fois. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi 100 fois? Et la réponse, elle va être entre guillemets simple et naïve, c'est que 100 fois, ça marche pas trop mal la plupart du temps. Les frameworks font ça. Et si vous essayez sur vos libres, vous vous rendrez compte que ça marche très bien avec 100 essais. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez utiliser ce genre d'approche pour tester un peu comme du fuzzing en permanence, donc vous allez le lancer dans votre CI et donc finalement vous allez lancer beaucoup plus que 100 runs mis bout à bout. Donc l'objectif, ça va être de faire en 100 fois, d'avoir un test qui est relativement rapide mais qui permet de couvrir des corner cases qui sont quand même intéressants. Et après, aller avec la CI plus loin et potentiellement couvrir des problèmes qui n'auraient pas été remontés en 100 runs. Un exemple pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc, on voudrait tester isSubstring. Et on voudrait donc, pour tester isSubstring, on voudrait écrire donc une propriété. Une propriété, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'écrit pour tout xy qui remplisse des préconditions. Je m'attends à ce qu'une propriété soit validée. Pour isSubstring, notre propriété, ça va être pour tout ABC, chaîne de caractères, B est une sous-chaîne de A plus B plus C. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, la précondition, elle est optionnelle. Ici, on n'a pas de précondition. On a généré directement des valeurs qui nous intéressaient et l'algorithme, enfin la propriété qui est marquée ici est valide, quelles que soient nos valeurs de A, B et C. D'ailleurs, pour vous en rendre compte, j'ai pris 3 chaînes totalement aléatoires, A, B et C. Donc A qui vaut AZ2, B qui vaut RT et C qui vaut Y. Et on voit que la propriété que j'ai énoncée au-dessus, qui est de dire que B est une sous-chaîne de A plus B plus C, tient parce que RT est bien une sous-chaîne de AZRT. Alors, une fois qu'on a ça, on veut lancer le test. Quand on lance le test, on tombe sur potentiellement une erreur qui peut ressembler à ça. Si on regarde bien cette erreur un peu de plus près, on voit qu'on a des caractères un peu, on a des caractères un peu bizarres, on a des apostrophes, on a des caractères Unicode, et on a ici la présence de nul. Si on s'arrêtait là, si le framework nous reportait cette erreur qui est l'erreur qu'il a générée, on serait quand même assez embêté pour l'investiguer parce qu'on va chercher à 3 endroits différents, donc le caractère Unicode ici, l'apostrophe qui est là, peut-être le nul, et vous aurez sûrement d'autres idées de potentiels bugs dans ces chaînes. Et en fait, ce que va faire le framework, et c'est ce qu'on va faire ensemble, juste pour voir un peu comment ça pourrait marcher, comment ça marche derrière, c'est faire du shrink. Le shrink, ça consiste à partir d'une entrée qui était problématique. Donc là, j'ai mis une petite croix pour indiquer que c'était problématique. Il y aura un petit check vert si ça passe. Ça va être à partir d'une entrée qui a posé un problème, de trouver des entrées plus petites qui posent le même problème. Par exemple, étant donné ABC comme on a ici, on pourrait se dire manuellement qu'on va essayer avec la chaîne A vide. Donc on va écrire ce test-là, on va essayer avec A chaîne vide. On relance notre propriété, la propriété continue à failer. On est content, tout a bien marché, on va faire la même chose sur B. Ah, manque de pause, sur B ça ne marche pas. A priori, il y a quand même des trucs intéressants dans B à garder. Donc on va quand même en garder une partie, puisqu'il y a quand même 4 caractères, on peut peut-être aller un peu plus loin dans l'analyse. On va prendre les 2 premiers, pareil, ça passe. On va prendre les 3 premiers, bon là ça passe plus. Et on continue ainsi de suite, jusqu'à arriver à un cas minimal auquel on ne peut plus shrinker. Ce que va faire le framework, c'est exactement ça, et à la fin, il va nous retourner le dernier cas qui posait problème. Potentiellement, après ce cas, il y a d'autres valeurs plus petites auxquelles vous pouvez penser, mais le framework va s'arrêter à la dernière étape qui a failé et vous remonter uniquement ce problème-là. Alors essayons. Alors pour essayer, je vais revenir sur l'algorithme que j'ai présenté tout à l'heure, l'algorithme de Knous, qui est un algorithme qui se comporte comme index-of sur les tableaux en JavaScript, qui nous donne la position de départ d'une sous-chaîne dans une autre chaîne de caractères. À partir de ça, on peut facilement écrire un isSubstring qui prend donc 2 chaînes A et B et qui vérifie que B est une sous-chaîne de A. En fait, on l'écrit avec knus de AB différent de -1. On va essayer de tester ça. Pourquoi? Parce que on a vu tout à l'heure en fait que isSubstring, on pourrait le tester avec une propriété comme ça. Donc on va essayer de le tester comme ça. Je vais le faire en live coding histoire qu'on voit à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Donc ici, si tout le monde voit, j'ai l'algorithme de Knous, des tests unitaires. Là, je les lance avec Jest. On peut déjà vérifier une première chose. Hop.
c'est que les tests passent en l'état avant même de lancer nos propriétés. Donc là, on a notre... j'ai essayé de montrer les tests aussi en même temps. On voit les tests, donc on a quelques cas qui sont couverts. Si vous me faites confiance, on a une couverture de 100% sur ces tests, sur l'algorithme de Knous. Je ne savais pas comment le montrer, donc il y a une couverture de 100%. Et là, on va vouloir écrire notre propriété. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on veut écrire, c'est pour tout ABC des strings. Je veux montrer que B est bien toujours une substring de A plus B plus C. Alors, on commence un test comme on le fait habituellement. On va écrire un nom pour notre test. Donc là, pour la présentation, je vais l'appeler property. Mais normalement, vous pouvez trouver plus d'idées que ça. En haut, j'ai importé donc fastcheck, qui est un paquet NPM, sous le nom de FC. Et je vais l'utiliser. Donc je vais utiliser la fonction assert, qui permet de lancer l'exécution de propriété, à laquelle je vais donner une propriété. Donc la propriété, c'est ce qu'on veut tester, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour tout x, y qui remplissent des conditions. Et notre propriété, comme on le voit ici, on veut générer 3 chaînes de caractères, et à l'aide de ces 3 chaînes, vérifier que B est une sous-chaîne de A plus B plus C. Alors pour faire ça avec fastcheck, on lui dit de générer 3 chaînes. Donc on va utiliser un built-in qui construit des chaînes de caractères. Donc là, on a 3 chaînes de caractères. Et ensuite, il demande une lambda. Et cette lambda, elle retourne vrai, elle retourne true si la propriété est successful et false dans les autres cas. Nous, notre cas de succès, ça va être B est une sous-chaîne de A plus B plus C. Ça correspond avec l'algorithme qui est ici dans les slides, ça correspond à dire que cette condition est remplie. Donc on a écrit notre propriété. On va essayer de voir ce que ça donne. On va exécuter la propriété. Donc pareil, on relance les tests. On va lancer à la fois les tests unitaires et les tests finalement des propriétés. Là, ça prend un peu plus de temps. Donc là, on voit qu'il y a une erreur. Et si on regarde un petit peu plus en détail, le framework nous dit qu'il a planté après 6 tests et que finalement, le corner case qui a été trouvé, c'est 3 chaînes de caractères vides. Là, c'est le cas minimal. On voit qu'il a shrinké à 2 reprises. C'est marqué ici. On pourrait être intéressé pour avoir plus de détails sur ce qu'il a réellement rencontré au cours du shrink. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais on peut se dire que l'erreur est pas... On a 3 chaînes de caractères, on aimerait peut-être voir pourquoi il a planté sur d'autres chaînes. Donc on va lui demander plus de détails en activant un flag de verbose. Hop. Donc là, il va régénérer avec une nouvelle seed. Comme je vous ai dit, à chaque fois, on aura une nouvelle seed. Donc on va utiliser, normalement, on aura peut-être le même cas final. Donc c'est celui-là. Donc après le shrink, on voit qu'on a le même cas final. Mais si on regarde bien, la seed qui est ici, a priori, ne devrait pas correspondre à la seed qui est là, qu'il y en ait une autre. On n'a pas généré exactement les mêmes entrées. Et en regardant un peu de plus près ce qu'on génère, on s'aperçoit que les cas où il y a un problème, ça correspond à la chaîne de caractère B qui est vide. On le voit en fait avec le rapport de shrink, on voit qu'à chaque fois que la chaîne B était vide, on avait un problème. Donc a priori, il y a un problème lorsque ce qu'on recherche est une chaîne vide. J'ai une version patchée de l'algorithme. Dans le cas où la chaîne est vide, je retourne 0 finalement. Et là, normalement, ça passe. Ça devrait passer. Hop, donc là, ça passe. On voit que les tests sont passés. Ensuite, donc là, on est content. On a testé isSubstring. On veut, isSubstring. D'ailleurs, parenthèse, ce que je viens de vous montrer, donc qui est ici, ça m'a permis de monter 2 bugs récemment, il y a quelques mois. Dans JavaScript Algorithms, qui est un repo qui a 50 000 stars et 10 000 forks à peu près, il y avait un problème dans l'algo de Knus Morris. Donc c'est exactement celui que je vous ai montré, c'était l'implème avant que je fasse la PR de fix, qui était finalement, dès que la chaîne B était vide, ça posait problème. Mais il y avait aussi un autre bug sur Rabin Karp, avec exactement le même test, on trouve le bug. Alors là, il était un peu plus épineux, parce qu'il correspondait à des calculs de hash basés, et le problème se posait uniquement lorsqu'on avait des integer overflow et qu'on avait un entier qui passait dans le monde des flottants. Donc c'est un problème un peu plus épineux, mais finalement on le trouve aussi avec du property base et exactement avec la propriété que j'ai montrée. Mais en fait, si vous avez bien vu ce qu'on vient de tester, on pourrait s'amuser à retourner toujours 0 dans Knus et on aurait finalement un succès de la propriété. On vient de tester uniquement les cas où isSubstring retourne true. On n'a jamais testé les cas false. Donc ça, c'est un point important, c'est que le property base n'est pas censé remplacer les tests par exemple.
ça va être des tests complémentaires qui peuvent apporter des découvertes supplémentaires, mais ça ne les remplace pas. Il y a des propriétés qu'on ne peut pas, enfin, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir tester. Et dans le cas présent, en fait, on peut le tester. L'algorithme de Knuth, c'est une sorte d'index of. Donc on pourrait se baser sur cette info pour aller plus loin dans notre test. Donc, je reprends en fait 2 chaînes de caractères aléatoires, donc invité et vite. Donc j'ai invité ici, j'ai vite qui est B, et je voudrais lancer l'algorithme de Knuth dessus. Celui-ci va me dire en fait, bah ouais, il y a un match ici, il est là, il correspond à l'indice 2. En fait, si je lance mon algorithme de Knuth dessus, il va me retourner, donc en tout cas je m'attends à ce qu'il me retourne la position 2, là. Et en fait, ce qu'il m'indique en retournant 2, c'est que si je prends une sous-chaîne de A qui commence à l'indice 2 et qui a comme longueur la longueur de B, je retrouve B. Donc ça, c'est une deuxième propriété qu'on pourrait écrire. La propriété, elle s'écrit comme ça. Je lui dis pour toute A et B chaîne de caractères, je veux calculer l'indice de départ de la chaîne. Et mes conditions de succès, c'est soit C-1, parce que je lui fais confiance, on va dire que dans le cas où C-1, je lui fais confiance, soit la position qui est mes retours, soit l'index correspond à la position du match, donc correspond à A.substring à la position index sur une longueur de B est égal à B. Et donc ça s'écrit avec FastCheck assez facilement. Comme on a vu tout à l'heure, on utilise assert, on définit notre bloc de propriété, on lui donne 2 générateurs de chaînes de caractères, et on écrit finalement la condition de succès. Cette condition de succès, on pourrait aller plus loin, parce que finalement, on a un cas qui est un peu embêtant ici, qui est le cas -1. On pourrait se dire que dans cette propriété, on ne veut pas traiter les cas -1, parce que c'est quand même des cas sur lesquels on n'a pas de valeur ajoutée avec une propriété, on voudrait les filtrer. Dans ce cas-là, on peut utiliser les préconditions. Et dans FastCheck, on va utiliser fc.pre, qui permet d'écrire une précondition pour discarder certains runs, et pouvoir relancer des runs valides à la place. Mais bon, c'est bien gentil, mais finalement, là, on vient de tester un set d'algorithmes qui est Knuth, qui vient d'une librairie qui est proposée, qui a un repository GitHub qui est là pour présenter des algorithmes à des gens qui débutent en JavaScript. Mais c'est cool, mais finalement, j'utilise pas ça dans ma prod, et c'est pas ça qui va m'aider au jour le jour. On pourrait essayer sur des libs plus costauds, un peu plus sympas. Alors moi, j'ai quelques exemples pour la presse, et je me suis dit, bah, on va essayer ensemble de tester des libs comme ça, écrire des propriétés sur des libs. Et je voulais essayer sur underscore, donc même si c'est plus beaucoup utilisé, ça l'a été, et ça reste quand même, je suppose, dans pas mal de codebase, un petit truc qui traîne. Donc on va essayer underscore, et on va s'intéresser à isEqual de underscore. Pour tester isEqual, en fait, on va commencer par un truc très simple. On va tester, est-ce que c'est symétrique? Donc une propriété mathématique qu'on a souvent sur l'égalité, qui veut dire que si je prends 2 valeurs A et B, je m'attends à ce que isEqual de AB soit égal à isEqual de BA. Bah, on va écrire ça finalement, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, je vais juste reprendre. Je vais le mettre dans l'algo ici. Donc pareil, j'importe underscore, j'importe FastCheck comme étant FC. Je vais l'appeler propriété. Ici, on veut faire un assert. On veut générer une propriété. Cette propriété, on lui demande n'importe quoi. Alors le anything, en fait, il prend 3 paramètres potentiellement. À l'époque d'Underscore, on avait des box values, donc on va rajouter les box values, mais on pourrait s'amuser à rajouter des sets, des maps, pour voir si ça marche aussi sur des data un peu plus modernes. On va déjà essayer avec des box values, ça existait à l'époque. Et on va, donc pareil ici, même principe, on ajoute le flag, et on va écrire la propriété. On voit pas trop bien, je vais peut-être enlever ça. Hop. Donc j'ai généré 2 entrées values, on va dire, et je veux tester ma propriété. Donc c'est étant donné AB isEqual de A et B égal isEqual de BA. Donc là on a quand même underscore, on va lancer le test, voir si jamais on trouvera un bug dans underscore. Donc là c'est vraiment le paquet underscore, le vrai, hein, c'est vraiment le paquet npm. Donc là tout passe normalement. Alors comme je vous ai dit, le property base, quand on va l'exécuter en production, l'idée c'est de faire un peu du fuzzing sur le long terme et de le lancer sur plus de runs.
Donc en fait, on va essayer de voir si on peut simuler un peu une CI qu'on aurait aujourd'hui. On vient d'écrire ce test, on est peut-être contributeur underscore, mais on veut quand même s'assurer que ça ne va pas casser sur le long terme. Donc on se dit, on va écrire, on va lui demander d'aller plus loin, on va tester 1 million de runs, et on va relancer notre propriété. Pendant ce temps, parce que ça va prendre un peu plus de temps, surtout si, enfin, ouais, il va prendre plus de temps, vous montrer en fait, on peut générer plein de valeurs. Donc on peut faire des records par exemple. Record, c'est un objet. Je veux un objet qui contienne un name, qui soit une chaîne de caractères, par exemple. Et je voudrais un âge. Et l'âge, je vais le mettre, je voudrais faire donc un entier naturel, mais cet entier naturel, je ne veux pas le garder tel quel. Je voudrais le mettre sous forme de chaîne de caractères. Je voudrais mettre un, voilà, et en fait, on peut générer donc des valeurs plus compliquées. On garde les possibilités de réduction de shrink, et on peut s'amuser donc à générer des valeurs un peu plus costaudes avec ça. Et là, en fait, il vient de finir, et en fait, c'est un peu surprenant, mais a priori, underscore ah non, mince. Ah si, underscore a un petit problème en fait. C'était bizarre, enfin, on a un petit problème sur underscore. Si vous amusez à prendre ces deux valeurs, qui est min double et 0, eh ben, underscore n'est pas symétrique. Je vais juste vous montrer que c'est vraiment le vrai underscore qui est tiré ici. Il s'agit d'underscore 191 qui est la dernière version. Et on a un bug dans underscore qui correspond à si je lui passe ces deux valeurs, je ne suis pas symétrique. Il y en a un qui va dire qu'il est equal et l'autre qui va dire je ne suis pas equal. C'est cool. Donc on a un problème dedans. On ne le trouve pas au bout de 100 runs, c'est dommage, mais on le trouve un peu plus tard. On a écrit finalement ça, donc là j'ai mis les paramètres en plus pour générer des maps et des sets parce qu'on peut trouver d'autres bugs avec les maps et les sets. Et d'ailleurs en fait ça m'a permis de trouver 4 problèmes dans Jest récemment, auxquels j'ai pu répondre avec des pull requests, et 2 grâce à la propriété que je viens de vous montrer. Le tiret du bas is equal, Jest utilise à peu près la même logique pour ses expect to equal. Et donc on avait un bug à l'époque dans Jest, la version 24.1, où si on lui passe 0 et 5e moins 324, on a un petit problème. Dans un cas, ça passe, 0 est bien égal, et dans l'autre, ce n'est pas égal. Donc ça, c'était le premier bug. Deuxième bug qui est toujours ouvert, c'est que ça ne marche pas très bien avec les sets. Si vous lui passez un set qui contient false et true, et un set qui contient boolean de true et boolean de true, dans un cas, c'est failure, et dans l'autre cas, c'est success. Donc là, c'est une propriété super simple. On n'est pas allé très loin. On a pris vraiment la base des mathématiques. On s'est dit c'est symétrique, essayons d'être symétrique. Et en fait, on voit qu'on trouve quand même déjà des bugs sur des libs quand même costauds qui sont utilisés par plein de gens. Mais est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin? Est-ce que ça peut servir à d'autres choses que des algorithmes comme ça? Bah oui, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, nos tests end-to-end aujourd'hui sont écrits un peu de la même manière que nos tests unitaires. Dans nos tests end-to-end, on a hardcodé un scénario d'entrée pour lequel on s'attend à des comportements de sortie. Notre scénario d'entrée, ça va être cliquer sur une case. Après avoir cliqué sur cette case, je m'attends à voir quelque chose apparaître. Et finalement, on va pouvoir donner ça à un framework de property based et pourquoi pas l'exécuter sur un puissance 4. Donc là, c'est un test que j'ai fait sur un puissance 4. Et on s'amuse à cliquer sur New Game. Quand on clique sur New Game, le jeu est censé être reseté. Quand je clique sur Back, je suis censé annuler une position, etc. Donc on voit qu'on peut l'appliquer bien plus loin que les cas d'école qui sont souvent montrés et trouver des bugs. Donc d'ailleurs, dans ce puissance 4, j'ai trouvé un bug à l'époque grâce à ça. Et voilà, c'est tout pour ma présentation aujourd'hui. Juste avant les questions, donc ça permet d'aller sur FastCheck. Si vous voulez mettre une star, c'est cool. Sinon, il y a un code sandbox pour pouvoir tester, c'est pbt-cs sur bitdo. Il y a un article qui explique comment tester sur une UI pour ceux qui sont intéressés. C'est pbt-ui et les slides du talk sont sur pbt-bow comme Best of Web. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Salut Nicolas. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, du coup, merci pour ce talk, merci pour cette librairie, elle a l'air vraiment sympa. Moi, c'est plus au niveau de la rationale, comment vous êtes arrivé comment ton cheminement de pensée et les besoins que vous avez eus
avant d'arriver à ça? Parce que, en vrai, je pense que j'imagine que de faire ce genre de test, tu te dis au début, enfin, je sais que tu aimes beaucoup le functional programming et tout ça, mais c'est vrai que de se dire, ouais, ok, je vais tester avec des inputs un peu aléatoires, enfin, moi, tu m'en parles, je dis non, tu vois. Mais voilà, du coup, comment vous êtes arrivé jusque-là et du coup, est-ce que il y a eu, est-ce que ça a remplacé les tests unitaires d'une certaine façon, comme tu parles des scénarios Ouais. métiers et voilà. Enfin, merci. Ok. Euh, moi, en fait, j'ai commencé à essayer du property base quand j'ai passé les entretiens pour quitter ma société d'avant. Et en fait, j'ai trouvé que c'était cool parce qu'on trouvait des bugs dans ces algos alors qu'on avait tous les tests unitaires qui passaient. Et je me suis dit, c'est quand même assez cool. Quand je suis arrivé à Criteo, j'ai essayé de le pousser en interne. J'ai essayé sur d'autres frameworks et en JS et j'ai trouvé ils avaient tous des petits problèmes qui n'étaient pas surmontables vu l'implème qui était faite. J'ai essayé de poker un truc pour essayer de comprendre si ça pouvait se faire. Après, au travail, on en a quelques-uns, mais on n'a pas tout qui est couvert. On a principalement des tests unitaires classiques, mais ça peut être une strate supplémentaire qui apporte un peu plus de sécurité. Et du coup, sur la pyramide de tests, genre, tu le situerais où En fait, ça peut faire les trois niveaux. Tu peux avoir sur le puissance 4, ici, c'était un test vraiment end-to-end, on va tester l'intégralité du système. Et sur le test sur le easy call, on est plus au niveau unitaire. Donc on peut le mettre vraiment à tous les niveaux. Et après, ça dépend à quel endroit tu veux le mettre. Mais du coup, tu as un impact de perf quand même. Enfin, ça s'est vu sur le. Ça fait 100 runs par défaut. Donc il faut se compter que l'algorithme va tourner 100 fois. Et si l'algo prend plus de temps avec des chaînes plus grandes, ça risque de prendre un peu plus de temps. Merci. Juste un petit truc que faut que je rajoute. Aujourd'hui, ce framework, il est utilisé dans Jest. Donc si vous n'avez pas confiance, potentiellement, il y a des grosses libs qui l'utilisent en interne pour se tester. Hello. Hello. Ouais, je voulais savoir, donc tu as 500 stars et Ouais. plus. Est-ce que tu as déjà essayé un peu de brander le truc à travers Criteo et d'essayer de le faire pousser vraiment dans d'autres boîtes? Est-ce que d'autres boîtes un peu l'utilisent et en font une référence? Alors ça, c'est dur à savoir. Sur GitHub, tu as les référeurs, tu vois à peu près d'où viennent les gens, mais c'est vachement dur de savoir si c'est utilisé. Puis pas mal de boîtes publient pas leur code en ligne, donc c'est assez compliqué. Tu vois les trucs open source, mais mis à part ça, c'est un peu compliqué. Je sais que j'ai pas mal de downloads par rapport aux autres frameworks, mais bah, encore une fois, tu sais pas d'où ça vient. Merci. Pas plus de réponses. Ah oui. Bonjour, merci pour cette présentation, c'est effectivement très intéressant. Alors moi, ça me fait un petit peu peur, Ouais. notamment par les exemples que vous avez montrés, parce qu'on a vu Underscore, on a vu Jest, ils sont buggés et tout. Et à mon niveau à moi, je me dis, sur mon business à moi, est-ce que finalement, si j'utilise FastCheck, je ne vais pas rencontrer tout le temps des bugs et souvent des cas très peu utilisés pour mon business. Est-ce que je perdrais, c'est bête, c'est naïf, mais est-ce que je perdrais pas plus de temps qu'autre chose à essayer de fixer des cas un peu particuliers et du coup, ça pose la question de l'utilisation de FastCheck pour un projet qui part en prod, quoi. Ok. Qui n'est pas open source, pardon. Ah, merde. Je dirais qu'en fait, un gros avantage du property base, c'est justement ça va découvrir des cas auxquels tu t'attendais pas, qui posent problème. Et des fois, c'est des cas aussi simples que la chaîne vide qu'on a vu. Ça va être le cas finalement du minint et du zéro dans le cas de Jest. C'est quand même un cas qui est pas si rare que ça, qui pourrait se poser. Après, c'est vrai qu'on peut toujours se dire, bah ouais, mais moi, si ça pète sur telle entrée, j'ai un problème. Ce qui est important, c'est qu'on peut toujours contraindre les générateurs et leur dire, je veux pas générer des valeurs trop grandes. Par exemple, sur des langages comme C++, quand je m'étais amusé avec, les entiers sont il y a des entiers sur 32 ou 64 suivant la plateforme sur laquelle vous êtes. Bah, il y a facilement des integer overflow et là, par exemple, la moyenne de deux chiffres, ça marche pas si facilement que A plus B sur 2. Donc là, dans ce cas-là, il faut contraindre les chiffres, mais il y a toujours moyen de s'en sortir et d'avoir des propriétés qui fonctionnent si besoin. D'accord, merci. Après, je pourrais répondre aux questions en off s'il y a des questions.
Un peu un complément. Une fois que tu as trouvé une erreur dans un scénario qui a été généré par le fast check, comment est-ce que tu agis ensuite? Tu crées un test unitaire avec ce cas-là pour valider qu'il ne va pas se reproduire ou une autre approche? Alors ça vraiment, ça dépend. Alors je dirais qu'en fait, on peut retomber. Alors l'objectif derrière le puissance 4 que je montre, c'est grosso modo de trouver potentiellement ce genre de cas qu'on a vu sur Android. Pour moi, ce genre de cas, on va pas l'utiliser. Enfin, je me vois pas écrire ce test ce test d'intégration. Par contre, dans le cas du puissance 4, c'était un scénario assez facile. Je l'ai traduit en un vrai test unitaire. Enfin, un test unitaire, parce qu'en fait, il s'avère que le bug, c'était un test unitaire qui manquait. Voilà. Mais je pense que ça dépend vraiment des cas. Est-ce que c'est un cas super exotique, auquel cas ça vaut pas le coup de le mettre dans la batterie de test. Et de toute façon, le framework l'a trouvé une fois, il le retrouvera une deuxième fois, si besoin. Et on peut lui donner normalement, on peut lui donner des contre-exemples de base à réessayer à chaque run si besoin. Voilà. Merci.